Bonjour à tous et bienvenue dans Les métiers de demain. Les métiers de demain, c'est une nouvelle émission qui s'adresse à vous, les jeunes, et peut-être aussi les moins jeunes, qui vous interrogez sur votre avenir professionnel. Comment s'orienter ou se réorienter? Quelles études choisir? Pour faire quoi? Les nouvelles technologies aujourd'hui bouleversent notre quotidien, des métiers vont disparaître, d'autres vont apparaître, ce qui rend les choix encore plus difficiles. Alors dans ces conditions, comment se projeter dans le futur? Comment anticiper? Eh bien, c'est tout l'enjeu de cette émission, Les métiers de demain, vous aider à y voir plus clair, vous guider dans vos choix. Ce qui fait que chaque mois, nous inviterons une école, des étudiants, des experts, une entreprise, afin de vous faire découvrir de nouveaux métiers, des métiers en pleine mutation. On a choisi pour cette première émission de vous parler des métiers autour de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi l'intelligence artificielle? Parce qu'elle inquiète autant qu'elle fascine. Elle bouscule les métiers, les pratiques, les méthodes de travail, mais elle offre aussi d'incroyables opportunités. Et il y a même des écoles dédiées à l'intelligence artificielle. Et justement, avec Alice Bouraoui, chroniqueuse, nous irons à la rencontre d'Ivancity. Nous recevrons Tawhid Chtiwi, son président fondateur, accompagné de Gustave Vernet, étudiant en 5e année. Auparavant, Thomas Solignac, expert et entrepreneur, nous dira ce que va changer l'IA, en quoi elle impacte notre futur. Comment travaillera-t-on demain? C'est ce que nous dira Muriel Toiti, partenaire éducation, recherche et innovation chez OnePoint, un cabinet de transformation, et co-auteur du livre blanc OnePoint, les métiers de 2035. Et puis les jeunes, qu'en pensent-ils? C'est quand même pas mal de prendre leur avis. Anna Mergui, étudiante à Polytechnique, nous donnera son point de vue. Elle a décidé de vulgariser l'intelligence artificielle par l'art. Allez, c'est parti pour cette première émission. Et avant de donner la parole à nos invités, voyons comment se projettent les jeunes aujourd'hui sur leurs études, mais aussi leur futur métier. Eva, je suis en terminale et j'ai 17 ans. Je voudrais bien travailler dans la chimie, donc la synthèse de médicaments. Oscar, j'ai 17 ans, je suis en première. Pas exactement, mais tous les métiers un peu autour du commerce. Margot, je suis en seconde et j'ai 16 ans. Je sais pas du tout encore parce que c'est quelque chose qui est très incertain pour moi. Juliette, je vais avoir 16 ans et je suis en première. Licence de droit et après master en criminologie. Mehdi, j'ai 16 ans et je suis en 3e. Vers l'ingénierie automobile. Léane et je suis en seconde et j'aimerais bien faire des études de commerce. Ombline, j'ai 18 ans et je suis en terminale SMG, école de commerce, en commerce international. J'aime beaucoup les sciences, notamment la chimie du coup, et la physique. L'automobile me plaît depuis mon enfance et j'ai envie de créer, concevoir des voitures, les conduire et peut-être les voir même en sport auto. En fait, je sais pas encore très bien ce que je veux faire, mais le commerce ça m'attire parce que j'aime bien l'économie et pouvoir parler avec les clients et tout. Celle qui propose le plus d'horizons et le plus de portes plus tard. Je pense que je pourrais faire ingénieur aussi, d'autres métiers dans les maths ou la physique aussi, je pense. J'aimerais bosser dans le marketing ou dans l'événementiel pour le sport auto. Moi j'aimerais bien parler à la moi du futur et pouvoir lui poser plein de questions pour qu'elle puisse y répondre parce que je suis un peu dans le flou quoi. Une plateforme où on pourrait exactement voir les écoles, ce qu'elles proposent et qu'on n'avait pas cherché sur internet école par école. Rencontrer des personnes du métier, parce que je n'en connais pas du tout. Avoir des stages. Je vais plus discuter avec des étudiants en école ou même avec des gens qui font directement ce métier. Par des stages. Les métiers autour de la technologie et principalement de l'intelligence artificielle qui pourraient du coup s'intégrer dans le commerce. C'est pour ça que je me tourne vers le commerce qui sont du coup un peu des métiers d'avenir. Tout ce qui est intelligence artificielle. Avocat, banquier. Ça sera plus tourné vers la technologie. Pour moi, les métiers de demain, c'est les métiers qui ont un rapport avec l'intelligence artificielle. Beaucoup ce qui est dans le digital ou l'informatique. Alors, tout d'abord, avant de passer à notre première séquence, l'expert, une réaction à ce que disent ces jeunes. Vous êtes posé ces questions-là à un moment donné, Gustave? Bonjour, oui, bien sûr, je pense que comme tous les étudiants, on se pose beaucoup de questions sur l'orientation au lycée. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver de l'information, de choisir une voie. Mais on voit dans les témoignages là, qu'on vient d'entendre que l'intelligence artificielle et la tech commencent à prendre de plus en plus de place dans l'esprit des jeunes aujourd'hui. Et ça doit vous ravir, Tawhid Chtiwi.
Oui, bien sûr. Après, effectivement, on voit bien que les jeunes se projettent par rapport à des domaines, pas forcément par rapport à des métiers. C'est toute la différence entre les deux aspects. Elle est importante pour eux et il faut évidemment les accompagner dans cette étape qui est extrêmement importante, celle de l'orientation. Allez, on passe à notre première séquence, l'expert. Avec vous, Thomas Solignac, bonjour. Bonjour. Expert en intelligence artificielle, fondateur de Golem.ai et de Cairo.ai, auteur de l'IA, 50 notions clés. Alors ça, c'est l'IA pour les nuls et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde parce qu'on a quand même des connaissances assez limitées sur l'intelligence artificielle. Une petite réaction à ce que vous avez entendu là de ces jeunes. J'ai entendu plein de métiers, plein de corps de métiers qui, a priori, vont être transformés radicalement par l'IA dans les prochaines années. Alors on se pose toujours cette question qui est, est-ce que ces métiers vont disparaître ? Moi, j'ai vu aucun métier où je me suis dit, tiens, ça n'a aucun sens. La plupart du temps, d'ailleurs, ce sont des corps de métier. Et ces corps de métier vont être radicalement transformés. Ça veut dire que la réalité de leur métier de demain, ce sera des compétences spécifiques à ce corps de métier et à la fois des compétences très techniques qui vont permettre de mêler un savoir-faire qu'on appelle parfois vertical et horizontal. Et c'est ce croisement de ces deux compétences-là qui va faire que demain, ils vont pouvoir performer et ils vont être dans leur cœur, finalement, je dirais, d'innovation aussi de leur métier et pas seulement dans une lecture traditionnelle ou classique de leur métier. Oui, on est face à une révolution là. Absolument. Et par exemple, on prenait les métiers du commerce tout à l'heure. Les métiers du commerce, c'est ceux qui sont les plus transformés en ce moment, puisque tout simplement, il y a des gros morceaux de la relation client, du marketing, de la publicité, de la distribution, qui sont très largement équipés par l'IA. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, un responsable marketing, c'est quelqu'un qui passe son temps à manipuler des logiciels principalement d'IA. Mais les métiers vont être bousculés. On s'intéresse aussi si les métiers dans lesquels comptent s'orienter les jeunes aujourd'hui ne vont pas être obsolètes demain. Je pense par exemple aux professions juridiques. Il y a très certainement des métiers qui vont progressivement disparaître, qui vont se transformer. Ça existe à l'échelle de l'humanité, c'est une normalité. On sait qu'il y a des métiers qui font plus sens. Avec l'arrivée de l'IA et la cadence technologique qui est de plus en plus rapide, on va voir mécaniquement des métiers apparaître et disparaître de manière de plus en plus rapide. Donc il y a une nécessité de s'adapter, ça va être absolument indispensable. Et par exemple, effectivement, tous les métiers qui sont globalement aujourd'hui sur, je dirais, du documentaire, que ce soit de l'administratif, des appels d'offres, n'importe quoi en fait qui est du texte de manière générale, des comptes rendus, tous ces métiers-là sont aujourd'hui particulièrement en transformation. Alors il y en a certains qui vont simplement virer de bord, c'est-à-dire qu'on va donner plus de place à la stratégie, au désir, au pourquoi on fait les choses, et un peu moins à l'exécution pure, pour une raison simple, c'est que là, depuis 2 ans, on a un boom des IA qui savent parler notre langage. Est-ce qu'on n'est pas quand même un peu dans le flou ? Parce que les études sont assez contradictoires. Il y a l'université d'Oxford qui évoque une disparition de 40% des emplois. Il y a McKinsey qui n'est pas d'accord, qui estime que 60% des métiers verront 30% de leurs tâches automatisées. Donc forcément, ça inquiète, même s'il y a offre de belles opportunités. Sur le terrain, ce qui se passe pour de vrai, c'est que des métiers existants s'équipent d'IA. C'est ça qui se passe 95% du temps, parce que très rares sont les métiers qui sont monotâches, globalement. Et aujourd'hui, l'IA s'attaque principalement à des métiers qui sont intellectuels, et les métiers intellectuels sont rarement monotâches. Donc par exemple, quand vous avez un métier du marketing, je reprends ce fil rouge, les tâches qui sont liées par exemple à de la rédaction ou de l'optimisation de contenu pour Internet ou des choses comme ça, en fait tout ce qui est purement rédactionnel, très clairement, ça va disparaître en proportion. En revanche, ça ne donne que plus d'importance à la stratégie, au placement, à pourquoi on dit les choses, dans un monde qui est de plus en plus écrasé par de la donnée synthétique et de l'information qui est surabondante. Donc ça redonne encore plus de place finalement à la stratégie et ça va changer un petit peu la posture et la nature finalement de ces métiers. Par quelle phase on va passer ? Parce qu'on va passer quand même par différentes phases, je suppose. Là, on est dans cette phase où il y a une inquiétude et une incertitude parce que c'est encore flou. Donc, quand je vais à la rencontre des entreprises, on a 2 clans. On a ceux qui ont testé l'IA qui sont dedans et il y a ceux qui sont un peu plus craintifs parce qu'ils n'ont pas testé. Donc, on est assurément dans une phase de transition, un petit peu comme quand il y a 25 ans, on faisait cette transition vers Internet, vers les emails, enfin voilà. Il y a toute une acculturation et un changement des pratiques qui est en train de se mettre en place. Et donc, on est là-dedans. Et la prochaine étape, c'est qu'on va rentrer dans un monde où l'IA va être un objet compétitif de premier plan pour les entreprises. C'est pas encore tout à fait le cas. Les quelques boîtes qui le font sont extraordinairement en avance, mais elles sont pas nombreuses. Et donc, on va passer dans un monde où l'IA va être une arme premier plan
sur tout ce qui est en fait économique pour les entreprises. Oui, ça va être source d'économie. Tiens, un exemple tout simple. Il y a une chaîne de télé suisse qui a confié la présentation de la météo à une IA. Alors, ça coûte beaucoup moins cher qu'une présentatrice ou qu'un présentateur météo. Je pourrais être une IA aujourd'hui. Je pourrais être une IA qui vous interroge autour de la table. Absolument. Et ça nous amène à nous rappeler une chose, c'est que d'un côté, on a de l'IA qui optimise les coûts, donc qui fait effectivement ce qu'on appelle de l'optimisation opérationnelle. Donc avant, on faisait une tâche en tant de temps, maintenant on la fait en moins de temps ou plus efficacement, avec une meilleure qualité de vie au travail par exemple. Mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, tout ce qui vient proposer des nouveaux services, des nouveaux produits, ou tout simplement qui nous permet de faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. Et là, par exemple, dans la recherche, c'est hyper important, dans la climatologie, dans la biologie, il y a plein d'endroits sur lesquels l'IA, en fait, elle n'est pas en position de réduction d'un coût, mais elle est plutôt en position de changer ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Mais ce que vous disiez, à juste titre, c'est qu'aujourd'hui, elle nous libère des tâches les plus ingrates, l'intelligence artificielle. Oui. C'est pour ça que par certains côtés, ça nous plaît bien. Mais demain, est-ce qu'elle ne sera pas capable d'avoir une dimension plus créative, plus stratégique? En clair, est-ce qu'elle ne sera pas capable d'effectuer des tâches plus élaborées? Voire de conseils. Ouais, elle effectue déjà des tâches assez élaborées sur le plan créatif et stratégique, l'air de rien. Ça s'est considérablement amélioré ces derniers temps. Paradoxalement, là où l'IA est le plus en difficulté, c'est pas forcément ces tâches-là, c'est plutôt des choses qui sont liées à l'activité physique. Par exemple, si on prend un hôpital, c'est plus difficile d'aller, par exemple, faire une prise de sang qu'une opération chirurgicale. Tout simplement parce que l'IA, elle a aussi ses particularités, et ce qui est simple pour l'humain n'est pas forcément ce qui est simple pour la machine. Et donc la stratégie, la créativité, c'est des choses sur lesquelles l'IA se développe de plus en plus. D'ailleurs, il y a beaucoup en ce moment de réactions de la part du monde artistique, donc les artistes, les photographes, les peintres qui se disent mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas trop de gens qui se prennent pour des artistes avec l'IA? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas les artistes qui se font le plus attaquer par l'IA, mais toutes ces banques d'images prédéterminées à 2 € qui là sont attaquées de plein fouet par une capacité de l'IA à générer de l'image, générer du son, générer de la vidéo. Et là, c'est l'industrie du cinéma qui est en question parce que tout simplement, l'IA aujourd'hui peut générer des vidéos d'extrêmement bonne qualité. Donc ça va nous pousser à apporter encore plus de valeur ajoutée. Absolument, et on va se poser la question finalement, dans un monde où il y a de l'IA partout, à quoi réellement on sert et à quoi sert mon métier, à quoi moi je sers. Donc il va falloir peut-être se préparer à changer de métier. Absolument, et on va changer de métier de plus en plus souvent en fait. Ça c'est une particularité, on vient quand même d'une ère où on se disait on apprend quelque chose, on apprend une compétence, on apprend un métier et c'est pour la vie. On va assez peu changer ou alors on fait ce qu'on appelle un changement de carrière ou une réorientation, mais c'est censé être un événement rare en fait. Et là ça va devenir une normalité, c'est-à-dire que non seulement on va réapprendre son métier à intervalles réguliers, mais on va même changer de métier régulièrement, de plus en plus souvent, comme une part normale de la vie professionnelle. Et oui, c'est ça notre futur. J'aimerais vous faire réagir, Tawich Tiwi. On dit souvent que ce que dit Thomas Solignac, oui. Quand on parle de l'IA, c'est faire plus au moins. Moi, je dirais, c'est plus faire mieux. Et c'est ça ce qu'il faut essayer de faire. C'est d'essayer d'utiliser cette technologie pour pouvoir vivre mieux. D'où les liens entre la dimension technologique et la dimension sociétale. C'est extrêmement important de penser cette technologie-là par rapport à ses implications sur la vie d'une façon générale et comment elle peut nous aider à mieux vivre. À mieux vivre. Et pour mieux vivre, il faudra se former constamment. Alors, l'IA, il faut en avoir peur ou pas ? Menace ou opportunité? La peur, c'est jamais une très bonne manière d'aborder les sujets. Et en général, ceux qui ont peur de l'IA, c'est surtout ceux qui l'ont vu de très loin. Et c'est pour ça que la première chose à faire, c'est de commencer à la tester, à la manipuler. Et plus que jamais, aujourd'hui, c'est possible de tester. C'est devenu relativement facile. Donc, il ne faut pas avoir peur. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. On est dans un moment où on est en train de dessiner, de concevoir à quoi va ressembler le travail de demain. Donc c'est pas une mince affaire, les États ont un rôle à jouer aussi là-dedans, puisque qu'est-ce que ça veut dire possiblement dans plusieurs dizaines d'années, un monde qui aura peut-être moins besoin de travailleurs? Est-ce qu'on va recréer de la consommation massivement pour compenser le fait qu'on a moins besoin de travailler? Est-ce qu'on va passer sur du 4 jours par semaine? Est-ce qu'on va avoir du revenu universel? Toutes ces questions-là, elles sont hyper importantes. Et aujourd'hui, les dirigeants et les managers des entreprises sont en train de concevoir la manière dont l'intégration de l'IA dans la structure change finalement la manière de travailler pour tous les collaborateurs. Merci beaucoup Thomas Solignac. Effectivement, comment penser le travail différemment? Eh bien, ça commence dès les études supérieures et c'est le credo d'Avancity, école créée en 2020 et qui est bien partie pour devenir une école de référence en matière d'IA. C'est notre séquence, l'école de demain.
Alice Bourailly, bonjour. Alors, je me tourne vers vous. Enfin, je me tourne même vers toi, puisque tu fais partie de l'équipe. On avait décidé de se tutoyer. Hein. Tu es allée, toi, à la rencontre d'étudiants de cette école. Exactement, Florence. En fait, j'ai eu le plaisir de rencontrer les élèves d'Ivan City qui m'ont fait visiter leur école qui est particulièrement innovante. Et donc, j'en ai fait un reportage que je vous propose de visionner tout de suite. 1, 2, 1, 2. Bonjour, je m'appelle Grace Esterdon, j'ai 20 ans. Bonjour, je m'appelle Gustave Vernet, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en 3e année à Ivan City. Je suis étudiant en dernière année à Ivan City. Alors moi, c'est un peu paradoxal, mais de base, je voulais faire des études de médecine. Moi, j'ai un profil assez international, j'ai fait une prépa littéraire. Mais je codais depuis bien longtemps parce que je suis une passionnée de jeux vidéo. Et en sortant de ma prépa, je savais pas exactement ce que je voulais faire parce qu'il y a énormément de débouchés qui m'intéressaient. C'est là que l'idée de l'intelligence artificielle m'est venue. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça m'a permis de concaténer mes deux passions. J'ai fait tout mon cursus dans mon pays natal, le Cameroun, à Ivan City. C'était la seule école à parler de l'intelligence artificielle à ce moment donné. Quand j'ai parlé d'intégrer l'école, mes proches étaient un petit peu surpris parce que c'était pas quelque chose de répandu de faire de l'intelligence artificielle. Alors mes journées sont rythmées autour de la dimension technique, la dimension business et la dimension éthique. Parce que beaucoup pensent que l'IA va venir remplacer l'humain, mais rassurez-vous, l'IA c'est d'abord l'humain. Et le campus est très intéressant. Déjà, on a un robot à l'entrée qui nous dit dans quelle classe on a cours. On a des box plus réduits si on veut travailler en petits groupes. Tout est connecté, il y a même des imprimantes 3D. C'est vraiment très agréable. À Ivan City, déjà, on a des learning trips à l'international. Un super moment, c'est l'échange qu'on a fait dans la Silicon Valley en Californie. C'est le learning trip pour lequel j'ai le plus hâte. On a pu visiter les bureaux de Meta, de Microsoft, de Twitch. C'était assez incroyable comme moment. En fait, je suis dans une école qui veut vraiment nous voir évoluer parce qu'on fait des cours en théorie et on les réalise en pratique en clinique de l'IA. C'est un espace où on accueille des entreprises qui viennent avec des demandes, des projets d'intelligence artificielle et on travaille avec eux sur ces différents projets. Là, tu as l'occasion de voir comment une entreprise utilise l'IA du début à la fin en fait. Chaque année, tu as l'obligation de faire un stage si tu n'es pas en alternance. Je suis alternant cette année à la Direction Générale de l'Aviation Civile. Ça me plaît beaucoup. Ça peut être un peu difficile parfois de se projeter dans le monde du travail, dans l'IA. Ça permet d'observer les différentes possibilités. Parce que quand je suis arrivée, j'avais que la médecine et l'IA en tête, mais là j'ai pu découvrir que l'intelligence artificielle, ça touchait tous les domaines de la vie. La mode, le secteur ferroviaire, le secteur aérien et bientôt ça va rythmer notre quotidien. Merci beaucoup Alice pour ce reportage. Avec et puis plaisir. voilà. Et Gustave Vernet, étudiant en 5e année à Ivan City, est avec nous. On vous a vu donc dans ce reportage. Quand vous avez dit à vos parents que vous aviez envie de vous tourner vers l'intelligence artificielle, quelle a été leur réaction ? Alors, ils étaient un petit peu surpris, comme je le disais, parce que c'était pas quelque chose qui existait réellement de s'orienter dans ce domaine-là, mais ils étaient aussi assez confiants et enthousiastes parce que le domaine s'annonçait prometteur et l'offre de l'école était particulièrement intéressante et rassurante aussi en termes d'orientation. Donc ils étaient plutôt enthousiastes. Alors, c'est vrai que vous l'avez dit brièvement dans le reportage, mais pourquoi cet intérêt comme ça pour l'intelligence artificielle ? Alors, c'est ce que disait Thomas auparavant, c'est que pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un peu la clé de voûte du monde qui arrive. Il y a énormément de changements qui vont toucher tous les corps de métier, tous les domaines et qui vont atteindre à nos modes de vie aussi. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant et même primordial de faire partie de cette vague d'innovation-là et de faire partie de ceux qui vont décider de à quoi va ressembler notre monde demain. C'est intéressant. Thomas, il y a de plus en plus de jeunes qui sont comme Gustave ? Oui, ils ont la sensation que les choses bougent et il y a un petit peu ce qu'on appelle parfois un FOMO, c'est-à-dire la peur de ne pas être dedans. Et c'est assez passionnant puisque du coup on se dit mais finalement le monde va devenir un monde de l'IA et ben soit j'en fais partie, soit j'en fais pas partie, mais il vaut mieux être dedans. Alors, ça a été difficile de trouver une école ou pas ? Comment est-ce que vous aviez entendu parler de l'école ? Alors, Il n'y a pas tant que ça quand même sur le marché. Au moment où j'ai commencé à regarder, effectivement, il y avait très peu d'offres. Et c'est en me renseignant sur le domaine que j'ai découvert Ivan City, qui avait ouvert 1 an plus tôt, qui était à ce moment-là la seule école qui proposait véritablement un programme complet et qui plaisait un programme riche et particulièrement solide. Et le cursus avant Ivan City, qu'est-ce que vous aviez fait ? Alors moi je suis issu d'une prépa littéraire, d'une BL, donc lettres et sciences sociales, ce qui est un parcours classique très français. Et c'est assez inhabituel de passer d'une prépa à une école innovante comme l'est Ivan City pour l'intelligence artificielle. Surtout d'une prépa littéraire. Particulièrement. Tawhid, on va vous entendre tout à l'heure plus longuement, mais ça fait partie aussi des profils que vous recherchez.
Pas uniquement des matheux finalement. Absolument. Pour nous, l'IA n'est pas qu'une question de technologie et ses enjeux réels résident dans la capacité de la mettre au service de la société. Donc on a besoin aussi de profils assez variés qui viennent enrichir l'école et qui viennent apporter un autre regard qui n'est pas que techno. Alors pour tous les jeunes qui nous regardent, qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous plaît le moins dans cette formation, dans cette école ? Alors, ce qui me plaît énormément dans cette école, c'est qu'elle a un spectre assez large et surtout une vision complète de l'intelligence artificielle et du rôle qu'elle a à jouer dans la société de demain. Donc, la formation est axée autour de la dimension technique de l'intelligence artificielle d'une part, des implications business aussi, et surtout, et c'est très important pour moi, de la dimension éthique autour de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'était une approche qui m'a plu particulièrement, et dans le quotidien, je dirais, de la formation, j'apprécie énormément le fait qu'on travaille sur beaucoup de projets concrets avec des entreprises directement, qu'on ait aussi l'opportunité de faire de la recherche en intelligence artificielle et qu'on a des partenariats et des interlocuteurs de tout le domaine. Alors en matière de projets concrets, par exemple ? Eh bien, par exemple, on a pu travailler sur des projets d'automatisation de comptabilité. On a des entreprises qui sont venues nous voir pour faire ça avec de la computer vision. Mais ça va du croque-mort à tout un tas de domaines, à la recherche sur les comportements des abeilles. C'est extrêmement varié. En ce moment, vous êtes en alternance. Alors, sur quelle mission et l'alternance, vous diriez que c'est essentiel aujourd'hui dans les études ? Je pense que c'est assez essentiel parce que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, je crois, c'est un petit peu ce qu'on a vu avant, c'est difficile de se projeter dans le monde du travail, en particulier puisqu'il est en mutation. Et l'alternance, c'est une très bonne façon de pouvoir continuer à apprendre tout en prenant vraiment mesure de ce qu'est le monde du travail, la façon de s'organiser, de travailler et les outils sur lesquels on évolue aussi. Et vous avez une idée de ce que vous voudriez faire plus tard à la sortie de l'école ? 5e année, là, c'est bientôt la sortie. Hein. Ça arrive très bientôt, dans quelques mois. Je pense commencer peut-être par du conseil pour mieux maîtriser le domaine, les fonctionnements des entreprises dans la tech. Et à terme, j'aimerais m'orienter particulièrement sur les questions d'éthique de l'IA, je pense. Alors, Thomas nous le disait tout à l'heure, Muriel Toiti, partenaire éducation, recherche et innovation chez OnePoint, nous le dira aussi tout à l'heure. Il va falloir mettre à jour constamment ses connaissances. Et ça, tu en as conscience ? Bien sûr, parce que l'intelligence artificielle, particulièrement depuis un an, ça a été plus médiatisé, mais évolue extrêmement vite. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup de développements qui se font. Donc c'est important, même pour le travail au quotidien, de rester à jour sur toutes les innovations. Et par rapport aux nouvelles technologies qui émergent et la nécessité de continuer à se former, c'est là qu'Ivancity a une offre particulièrement intéressante avec la mise à jour à vie du diplôme. Tawhid en parlera peut-être un petit peu. Justement. Merci beaucoup, Gustave. Vous me faites la transition, puisque dans un instant, Tawhid Chouiven, vous nous direz pourquoi vous avez créé cette école, ses expertises, sa valeur ajoutée. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour les métiers de demain. Et on se retrouve donc pour la deuxième partie de l'émission Les métiers de demain. On salue Muriel Toiti, partenaire éducation, recherche et innovation chez OnePoint et co-auteur du livre blanc OnePoint, les métiers de 2035, qui nous a rejoint. Et Anna Mergui, étudiante à Polytechnique. Vous nous donnerez votre point de vue puisque vous avez décidé de vulgariser l'intelligence artificielle par l'art. Alors, les métiers de demain, je vous le rappelle, c'est une nouvelle émission pour vous faire découvrir les métiers qui sont en pleine mutation, ceux qui n'existent pas encore. En clair, justement, les métiers de demain. Cette émission s'adresse à vous, les étudiants, qui vous interrogez sur votre avenir et puis à tous ceux aussi qui envisagent peut-être une reconversion professionnelle. On poursuit notre séquence L'école de demain. Et avec vous, Tawhid Chouy, bonjour, président fondateur d'Ivancity, une école dédiée à l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi une école spécifique sur l'intelligence artificielle, la data? Il n'y avait pas suffisamment d'offres dans le cursus universitaire classique?
Bonjour, on a une grande révolution qui arrive, dont tout le monde parle, qui est considérée par les spécialistes comme la plus grande révolution que va connaître l'humanité. Et on y répondait d'une façon assez classique, parce qu'elle était abordée principalement par sa dimension technique en fin de cursus d'école d'ingénieur ou d'informatique. Pour nous, l'IA, ce n'était pas qu'une question de technologie, et ses enjeux principaux résident dans les implications économiques, comment la mettre au service des entreprises, et les implications sociétales, comment faire à ce que cette IA soit une IA de la confiance et de la responsabilité et qui respecte un certain nombre de valeurs humaines. Alors, quelle est sa singularité, hein? Vous dites que vous n'êtes ni école de commerce, ni école d'ingénieur, donc c'est un peu un ovni. Justement, l'idée, c'était de dire il fallait sortir de ces cadres disciplinaires que nous, académiques, on a définis et qui ne sont plus pertinents par rapport à cette problématique de l'IA, qu'il fallait aborder par un triptyque qui est celui de l'informatique, de l'ingénierie, de la technologie, de la partie business, parce qu'il faut comprendre les métiers pour mettre l'IA au service des métiers, et puis la partie droit et société, parce qu'il faut comprendre tous les enjeux éthiques et leur impact sur la société de demain. Alors, c'est la raison pour laquelle on l'a abordé en première partie d'émission un petit peu avec Gustave Vernet, qui est étudiant en 5e année, c'est que vous ne recherchez pas que des profils scientifiques. Pourtant, on pourrait penser que pour travailler sur la data, sur l'intelligence artificielle, mieux vaut être bon en maths. Il faut être un peu bon en maths quand même, mais il faut aussi comprendre les données sur lesquelles on travaille. Il faut comprendre les problématiques d'entreprise, il faut comprendre les métiers. Il faut aussi être sensible et nourri par ces considérations éthiques qui sont extrêmement importantes pour pouvoir veiller à ce que les données respectent un cadre juridique qui est celui du RGPD, à ce qu'effectivement on puisse respecter tout le cadre éthique de l'IA, la fiabilité, la robustesse, l'explicabilité, la sécurité, qui sont des notions qui sont plutôt des sciences humaines et sociales et qui viennent aussi apporter un regard qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complet de cette transformation par l'IA. Qu'est-ce qu'on y apprend concrètement dans votre école? Quels sont les différents cursus? On essaie d'aborder les différents métiers de l'IA, parce que c'est vrai, là aussi, notre système d'enseignement supérieur, jusque-là, il abordait l'IA par un grand bloc qui s'appelle IA et Big Data. Moi, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'entre un ingénieur IA, un data scientist, un data architecte, un data ingénieur et un data analyst, il n'y a quasiment strictement rien à voir. C'est des métiers très différents, et on essaie d'aborder ces métiers par des cursus différents qui préparent à ces différents métiers qui sont nouveaux, qui sont très complémentaires. On a besoin d'ingénierie, certes, mais quand on voit les PME et les entreprises de taille moyenne, on a beaucoup plus besoin aujourd'hui de gens qui réfléchissent sur la data, de data ingénieurs, de data analystes, et qui ont besoin d'accompagner les entreprises dans leur première réflexion sur la donnée. Ça fait qu'on sort d'Avancity, qu'est-ce qu'on peut exercer comme métier? Les métiers sont assez variés. On peut être des métiers techniques qui sont de la data ingénierie ou de l'IA, d'ingénierie IA, ingénieur machine learning, ou on peut être sur des métiers de data analyst, de métiers de data scientist. À Avancity, on forme aussi aux compétences IA. On parle beaucoup des métiers de l'IA, mais aussi c'est là où il y a un enjeu très important pour la France et pour nos pays, c'est de pouvoir accompagner tous les métiers à comprendre cette black box de l'IA et de pouvoir la mettre au service de leur métier. Oui, parce que c'est ça, finalement, l'enjeu essentiel, puisque tous les métiers vont être touchés par l'IA. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire on a besoin d'experts dans les domaines de l'IA, mais on a besoin d'introduire la compétence IA dans tous les métiers, donc d'accompagner tous ceux qui sont dans le monde professionnel à pouvoir maîtriser cette nouvelle technologie. Elle toi, peut-être une réaction là, sur ce point-là? Absolument. D'abord, je suis ravie d'intervenir aux côtés d'Avancity que j'ai eu l'occasion de visiter, très impressionnée. On va essayer en effet aussi de développer avec OnePoint des liens, parce que dit Taïwood est totalement juste. Il faut anticiper, être en prospective de ce que sera aujourd'hui d'ailleurs et demain. Pour travailler demain, il faut bien consolider le présent. Moi, je dis toujours que pour être en anticipation de ce qu'on pourra proposer à nos jeunes, il faut bien comprendre et avoir une lecture très fine de ce que nous vivons aujourd'hui dans cette révolution ou évolution. Et en cela, effectivement, raisonner, travailler, accompagner nos étudiants, nos collaborateurs dans l'entreprise à ce que seront les métiers de demain autour de l'IA, mais pas que d'ailleurs. Et oui, c'est la raison pour laquelle vous travaillez les étudiants travaillent sur des projets réels. Tout à fait. L'idée, c'est de dire... moi, je dis souvent qu'on ne devient pas joueur de foot en s'entraînant sur sa PlayStation. C'est ce qu'on fait souvent dans nos écoles. Et c'est pas forcément pertinent, parce que quand ils sont dans le monde réel, ils disent c'est pas pareil du tout que les cas pédagogiques qu'on a eu dans l'école. Évidemment, c'est pas du tout pareil. Il n'y a pas la même complexité. Donc on fait travailler nos étudiants à raison de 6 à 9 heures par semaine dans ce qu'on appelle la clinique de l'IA, sur des projets réels, confiés par des entreprises partenaires. C'est aussi notre contribution au territoire. On va solliciter les entreprises du territoire, on leur dire vous avez de la donnée, vous savez pas quoi en faire, vous avez des problématiques IA et vous n'avez pas encore les moyens d'engager des spécialistes de l'IA.
venez confier ces projets à nos étudiants et nos étudiants vont pouvoir vous accompagner dans votre première réflexion. Alors, il y a un point qui est intéressant pour tous ceux qui nous regardent, hein, c'est que l'IA évolue vite, bien sûr, et que dans vos programmes, vous l'intégrez et vous avez créé le diplôme dont la mise à jour est garantie à vie. Alors, expliquez-nous. Alors, notre mission, c'est l'employabilité, pas le diplôme. On n'est plus une industrie de diplôme et on se trompe si notre mission s'arrête au moment où on donne le diplôme. Et d'ailleurs, pas l'emploi, parce qu'en France, on a tendance à faire la confusion entre emploi et employabilité, parce qu'on ne mesure que l'emploi, l'insertion, le salaire à la sortie, alors que les carrières font 42 ans et plus aujourd'hui. Et il faut accompagner, notamment dans un domaine comme l'IA qui évolue tellement vite, il faut accompagner nos diplômés à se maintenir sur le marché de l'emploi et continuer à progresser. Donc nous, on a dit notre promesse, c'est l'employabilité. On l'a incarné par un concept unique au monde qui s'appelle la garantie à vie de mise à jour de diplôme. On dit à nos diplômés, on ne vous coupe pas les accès à l'école au moment où vous sortez. Vous continuez à avoir accès à l'ensemble des ressources de l'école. Et vous pouvez revenir quand vous voulez, gratuitement, sur une durée de garantie de 5 à 10 ans. Et puis après, ils peuvent la maintenir à vie. Ils vont suivre les cours de nouveau à l'école. S'ils les valident, le diplôme qui est dans la blockchain, il sera mis à jour. Ah oui, parce que les cours sont mis à jour. Parce que les cours, effectivement, évoluent, bien évidemment. Les contenus du cours, la maquette pédagogique, elle évolue en fonction de l'évolution, justement, du domaine. Et pour les étudiants qui, eux, sont dans la vie active, là, il y a un autre cursus, c'est IA for Business, c'est ça? Oui, après, effectivement, pour les professionnels qui souhaitent revenir pour pouvoir se former, intégrer cette compétence IA, parce qu'on voit bien qu'elle est un peu partout aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure de marketing, mais dans tous les domaines, la finance, le sport, l'art, etc. Donc, on a des parcours qui leur permettent de pouvoir se certifier en intelligence artificielle. Ce diplôme dont la mise à jour est garantie à vie, vous êtes la seule école à le faire? C'est un brevet aujourd'hui européen qu'on a sur la thématique, mais on espère que demain, d'autres écoles pourraient aussi faire pareil. Il faut transformer notre métier de l'enseignement supérieur. Thomas, une réaction peut-être? Oui, c'est vrai que l'IA, ça bouge très vite. Et ça pose une question qui est de dire, on est diplômé, on a fini son école. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment on survit dans un monde où souvent, à peine quelques années après être sorti d'école, les technologies, les savoir-faire sont déjà désuets. Et ça, c'est un truc très étonnant, on s'y attend pas, mais qui est vrai. Alors, les programmeurs, dans le monde de l'informatique, ça, ils ont un peu l'habitude, mais c'est en train de se transformer, c'est en train d'arriver sur tous les métiers. C'est-à-dire qu'en fait, les compétences, elles périment rapidement. Donc ouais, il y a un véritable enjeu, un vrai questionnement sur comment on fait pour garder effectivement une espèce de mise à jour permanente, qui est la responsabilité souvent des entreprises par défaut, mais on le voit aussi de plus en plus des écoles qui, elles aussi, ont un rôle à jouer dans le fait de dire finalement, on doit proposer quelque chose qui a du sens dans le temps. Et ça, c'est une nouvelle proposition de valeur qui apparaît, qui est assez fascinante. Alors, la question quand même que beaucoup d'étudiants se posent, c'est comment on rentre dans l'école? Je suppose que c'est assez sélectif. Oui, aujourd'hui, on prend un étudiant sur 3 à peu près en post-bac. Après, c'est plus sélectif en admission parallèle, après un premier diplôme. Donc, c'est un concours propre à l'école, dans lequel on va retrouver des composantes qui sont sur la personnalité, le dossier, le cursus académique. On va aussi avoir des tests à l'écrit. Il y en a 3 d'ailleurs. Il y en a un anglais, en culture générale et numérique, et puis un qui est en logique numérique et verbale. Et puis après, il y a un entretien de motivation qui est aussi complémentaire et qui nous permet de plus voir la personnalité, la motivation, l'intérêt pour le domaine de l'IA. Alors, vous l'avez dit, des partenariats avec des entreprises, mais aussi avec des universités, des écoles françaises, étrangères? Tout à fait. On a des partenariats avec des universités françaises dans le cadre de travaux de recherche qu'on mène ou de thèses de doctorat qu'on co-dirige pour pouvoir aussi nourrir le champ de recherche et de connaissances dans le domaine de l'IA. Mais aussi, on a des partenariats avec des universités internationales. Gustave a parlé de Berkeley tout à l'heure et de l'immersion qu'on propose à tous nos étudiants en 4e année à la Silicon Valley pour pouvoir comprendre comment l'IA est mobilisée dans l'un des systèmes les plus dynamiques au monde dans le domaine. Mais ils ont aussi d'autres learning trips dans des pays émergents pour comprendre aussi comment l'IA transforme les pays émergents. Ça, c'est un point essentiel, Muriel Toitier, là-dessus. Comment l'IA transforme les pays émergents, c'est vrai aussi qu'il faut prendre cette dimension-là. Complètement. C'est pour ça que nous, on a, chez OnePoint, en tout cas, qui a comme verticale puissante l'intelligence artificielle et l'IA générative, on a pris parti, effectivement, d'aller aussi à la conquête d'autres pays émergents, des pays émergents, sortir de l'Hexagone et travailler effectivement cette hybridation des compétences et des expertises en associant aussi différentes cultures. Parce que je pense que c'est important aussi, cette complémentarité culturelle qui est liée avec ce qu'on appelle communément les compétences douces. Et j'y mettrai peut-être un point d'orgue sur ce sujet. Donc complètement aligné, en effet. Voilà, d'ici quelques secondes, quelques minutes. 4 ans que l'école existe. Aujourd'hui, elle est de plus en plus connue auprès des entreprises. Quels sont vos projets à venir?
Aujourd'hui, on travaille sur l'ouverture d'un nouveau campus d'Ivan City dans le sud de la France. On travaille aussi sur l'ouverture d'Ivan City dans 2 pays à l'international, en collaboration avec des universités locales, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des besoins qui émergent et puis des plans gouvernementaux dans beaucoup de pays autour de l'IA. Et avec l'expérience qu'on a développée, avec les cursus qu'on a développés, on souhaite accompagner l'accélération de la mise en place de programmes de ce type. Et puis, c'est aussi l'attractivité de l'enseignement supérieur français qui, avec des écoles qui sont nouvelles, qui sont ni écoles d'ingénieurs ni écoles de commerce, peut aussi montrer qu'il est en train de se renouveler et qui peut être compétitif par rapport à d'autres pays qui sont très connus aussi dans l'enseignement supérieur. Merci beaucoup, Tawhid Choui. Vous restez avec nous. On va continuer à parler formation avec notre nouvelle séquence, l'entreprise de demain. Avec vous, Muriel Touati, bonjour, partenaire éducation, recherche, innovation chez OnePoint, co-auteur du livre blanc OnePoint, les métiers de 2035. Alors, avant d'en parler, un petit mot de OnePoint pour bien comprendre, que ceux qui nous regardent sachent qui vous êtes, un cabinet de conseil qui est spécialisé dans toutes les grandes transformations, pas seulement numériques. Absolument, un cabinet qui est né il y a 22 ans maintenant, puisqu'en 2002, fondé et présidé par David Layani, qui est né comme un cabinet de technologie, en fait, et qui a évolué au fil de l'eau de par sa croissance externe et sa croissance organique en cabinet conseil. Aujourd'hui, OnePoint est un écosystème vertueux, comme j'aime le dire, pluridisciplinaire, hybride, qui associe 3500 belles âmes, collaborateurs qui viennent de tous les horizons, et qui est basé à Paris, mais également dans les régions et aussi à l'international. Et vous avez coécrit un livre blanc sur les métiers de 2035. Quels seront ces métiers ? On a un peu défriché le terrain tout à l'heure, en première partie d'émission avec Thomas Solignac. Mais ça sera quoi, les métiers de 2035 ? Parce que c'est quand même la question que tous les jeunes qui nous regardent, et même les moins jeunes, se posent aujourd'hui. Absolument. Les métiers de demain. D'abord, petit 1, on a souhaité travailler en prospective et en anticipation de ce que sera le présent et le futur, parce qu'on ne peut pas, comme je le disais tout à l'heure, raisonner le futur si on ne s'incarne pas dans le présent au regard, effectivement, de l'innovation qui va à toute allure et l'intelligence artificielle qui prend un espace éminemment majeur. On a souhaité, en effet, avec Kantar Public, sortir un livre blanc qu'on a intitulé « Future of Work », le futur du travail à horizon 2035, et où on a, in fine, auditionné un certain nombre d'experts en France de tous les horizons pour essayer, avec nos propres experts, d'imaginer, parce qu'on ne peut rien prédire, d'imaginer ce que pourra être les métiers de demain ou le futur du travail. Alors d'abord, le monde du travail. Exactement. Ce qui est très important, c'est qu'on a identifié le fait qu'aujourd'hui, si on se forme de façon directe ou indirecte, pas plus de 24, et regardez la précision, minutes par jour, à horizon 2035, on se formera 2h30 par jour, de façon toujours directe. Indirecte, évidemment, avec l'IA sur les applications, mais également dans les écoles. Et ce qui veut dire aussi, c'est qu'on aura plusieurs métiers. On pourra être multi-activiste, on pourra dans une journée avoir plusieurs métiers, d'où l'urgence de travailler l'agilité de la pensée, cette capacité finalement à travailler l'agilité, la temporalité rapide, de pouvoir se former à différents métiers. Alors, métier de demain, on s'est amusé à parler du steward connecté ou encore... Alors, le steward connecté. Le steward connecté dans l'avion où on n'aura pas de steward, mais on aura une espèce de avatar qui sera là et qui pourra effectivement donner les services adéquats aux passagers d'avion, également les IA, les assistants médicaux. Au travers de l'intelligence artificielle qui ne remplacera pas le métier et le médecin, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que l'IA pourra donner un diagnostic, mais le médecin sera là pour apporter toute son humanité. Et moi, je pense que dans les métiers de demain, on ne pourra pas faire l'économie aussi de la dimension humaine, donc maintenir l'humain au cœur du réacteur, et puis surtout engager l'humain à rester le protagoniste de son récit et ne pas se laisser avaler, justement. C'est ça, c'est toute la crainte. Avaler par l'objet. Moi, je suis une grande prêtresse du sujet
qui restent en maintien total devant cet objet qui pourrait peut-être dévorer et donc en cela sortir de la dramaturgie. Mais c'est ce steward connecté, donc qui sera une IA. Là, le steward va complètement disparaître ? Le steward sera là aussi parce qu'on ne peut pas imaginer une IA, qu'elle soit en réalité virtuelle ou en métaverse, en cas de problème dans l'avion, c'est le cas de le dire, sans humains. Les humains seront là, mais effectivement, ça viendra compléter, ça viendra peut-être soulager et allouer aux humains, justement, aux fameux stewards auxquels nous tenons tant, d'apporter d'autres services et donc travailler la complémentarité. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais voilà, c'est un exemple qui est amusant, mais justement, ça pose cette question. Est-ce que demain, avec l'intelligence artificielle, ces nouveaux métiers seront plus facteurs d'épanouissement ? Alors, probablement oui ou probablement pas. Tout ça est une question d'humain. Comment l'humain va apprendre à manipuler l'intelligence artificielle et les datas, comment l'éthique sera un point d'orgue et au cœur du sujet, comment la formation à l'intelligence artificielle sera au rendez-vous. Moi, je dis toujours que pour former de façon intelligible et intelligente, il faut incarner le savoir et la connaissance, et le savoir et la connaissance incarnés de façon réelle ne peut passer que par des émotions positives. Donc il faut faire très attention de ne pas basculer dans un automatisme, un mimétisme de l'utilisation de la data sans comprendre et conscientiser qu'est-ce que cela veut dire. Et il faut véritablement travailler par l'émotion pour mieux arriver à la data, d'où l'intérêt d'associer les compétences dures, les compétences douces avec l'IA et maintenir encore une fois l'humain au réacteur pour qu'il soit lui-même l'acteur participatif de cette utilisation et non pas se laisser aller à une paresse physique ou intellectuelle qui ne serait pas de bon goût. Qui veut réagir à ce que dit Muriel ? Oui, la technologie ne détermine pas les conséquences. C'est la façon avec laquelle on l'utilise et c'est la façon avec laquelle, Muriel l'a dit, on va la concevoir. Donc un couteau, on peut l'utiliser pour survivre dans la jungle ou pour blesser quelqu'un. Et s'il est bien conçu, il ne blessera pas de toute façon. Donc il faut que cette IA soit conçue d'une façon responsable, d'où l'importance de toute la dimension éthique, et il faut que son utilisation soit au service de l'humanité. Et pas du reste, et c'est ça qui est très important, d'où l'importance encore une fois de la formation. Et justement, et cette formation, il va falloir complètement la revoir. Hein. Totalement. L'école va devoir s'adapter. À quel moment commencer ? Dès l'école, dès le collège ? Dès le plus jeune âge. Et c'est ce que nous nous attelons à faire chez OnePoint, parce que pour revenir à la maison que nous sommes, au-delà d'être une entreprise architecte des grandes transformations qui accompagne le secteur public et le secteur privé dans ces mutations autour de l'IA, mais pas que, nous sommes également une entreprise apprenante, parce que nous considérons que la responsabilité d'une entreprise aujourd'hui, oserais-je dire une responsabilité citoyenne, c'est d'acculturer, de monter à l'échelle nos collaborateurs, parce que cela a été dit, il y a une synchronicité du savoir et de la connaissance, l'innovation allant à toute allure. On est obligé tout le temps de former nos collaborateurs et de former nos clients et nos partenaires. Via l'Institut OnePoint ? Via l'école OnePoint, où nous dispensons un certain nombre de formations, plus de 350 sur étagère, qui couvrent tous les champs les plus pointus de ces grandes transformations, avec cette verticale, ce socle commun de l'IA et la data, de la cybersécurité et de la cyberprotection, du design, pour être justement aussi dans une dimension de design prospective. Et puis, et ce qui me tient très à cœur, une formation qu'on a conçue avec Centrale Supélec, et ce n'est pas anodin si on l'a fait avec une école d'ingénieurs, qu'on a baptisée Les Humanités, qui travaille finalement non seulement la conscientisation de qu'est-ce que c'est les humanités, qu'est-ce qui fait société, mais également la capacité à l'écoute active et attentive, l'acceptation de l'autre dans sa différence et l'intelligence collaborative et collective dans l'hybridation des compétences. Vous insistez beaucoup sur le plaisir d'apprendre. Oui. Quand on préparait cette émission, vous m'avez dit que l'école devrait être une cour de récréation. Connecter aussi l'école au monde de l'entreprise. Dites-moi, là, il va falloir un changement de culture au sein de l'éducation nationale. Un grand changement de culture. C'est pour ça que j'ai pris attache depuis 2 ans avec l'éducation nationale et le rectorat de Paris pour travailler d'abord cette proximité auquel je tiens dur comme fer entre le monde public et le monde de l'entreprise. Il faut décloisonner, décomplexer. Il faut qu'il y ait un langage beaucoup plus limpide et une compréhension et une acceptation de cette différence. Une fois qu'on a dit ça, chez OnePoint, on s'attelle effectivement à des sujets éminemment forts à impact social et sociétal. Comment faire en sorte que les plus jeunes d'entre nous, et plus on est jeune, plus
les cerveaux sont malléables, si je puis dire, et on peut essayer de faire de la bifurcation vers des chemins d'avenir, comment travailler ces consciences. Et je donnerai un exemple, qui est un événement d'ailleurs que nous organisons pour sa 2e édition mardi prochain, baptisé Chemin d'avenir, qui vient travailler les consciences collectives des petites et des petits, 120 collégiens et collégiennes chez OnePoint, 60 filles, 60 garçons, qui vont venir travailler sur un jeu qu'on a baptisé la fresque de l'équilibre harmonieux, un jeu de cartes, une énigme, une enquête, où elles-mêmes déconstruiront ces fameux billets éducationnels, culturels, cognitifs, pour essayer par elles-mêmes, et non pas par les enseignants, parce que tout l'art est d'arriver à être ce qu'on doit devenir par soi, d'être son propre rôle modèle, par elles-mêmes, à se dire, peut-être, je peux me diriger vers des métiers auxquels on ne m'a pas acculturé à la maison ou à l'éducation nationale, vers les métiers du numérique, vers les métiers de la technologie, mais surtout au métier de l'entrepreneuriat. Comment j'arrive à développer mon humanité dans le sens où je suis l'entrepreneur de ma propre existence et je décide pour moi-même. J'ai noté 60 filles, 60 garçons, parce qu'il y a quand même un point qui est important, c'est de rendre ces futurs métiers accessibles aux femmes. Aujourd'hui, moins de 20% des filles vont dans les filières technologiques, même si ou scientifiques, même si elles le souhaitent. Absolument. Et pourtant, si on reprend l'histoire, on reprend des femmes comme Ada Lovelace et tant d'autres. Il faut savoir que le monde de la technologie appartenait aux femmes. Encore fin du 19e et début du 20e. C'est avec l'avènement, dans les fins des années 90, d'Internet, des objets numériques, que finalement, les hommes ont vu des débouchés économiques et se sont engouffrés vers ces filiales-là, et que les femmes ont été, encore une fois, bifurquées dans des ailleurs. Aujourd'hui, on a une grande pénurie de talents. Pour les entreprises que nous sommes, ce n'est pas toujours simple de recruter. Pourquoi se priver de 52% de la population, qui est la gente féminine, et pourquoi ne pas essayer effectivement de les acculturer à ces métiers-là, mais en leur ouvrant le champ des possibles, parce que ce n'est pas l'IA et que l'IA. L'IA est transverse, elle est injectée dans tous les métiers. Vous le retrouvez dans la santé, dans le luxe, dans l'agroalimentaire. Tout est ouvert et il faut vraiment acculturer nos jeunes, vraiment les former, leur faire comprendre que l'IA n'est pas un drame humain. Il faut sortir de cette dramatisation et puis vraiment remettre les choses en proportion et leur expliquer que tout est possible et qu'elles ont le droit de s'autoriser à se diriger vers ces filières-là. Un petit mot, combien de femmes chez Avancity ? 40% de femmes. On a la chance d'avoir effectivement beaucoup plus que ce qui est courant, parce qu'on aborde l'IA par cette dimension hybride qui n'est pas que techno. Et c'est ça qui attire les femmes et c'est un cercle vertueux, parce que plus de femmes dans l'IA, ça veut dire qu'il n'y a plus responsable. Absolument. Merci. Et puisque le monde de la techno, vous l'avez dit Muriel, appartient aux femmes, on en vient à notre séquence point de vue. Notre séquence point de vue avec vous, Anna Mergui. Alors, bonjour, vous avez 24 ans, vous êtes étudiante à Polytechnique, mais vous vous intéressez aussi à l'art. Alors, un petit mot de votre parcours, puisque au lycée, vous aviez 3 passions, la peinture, la photo, l'informatique. C'est ça, même plus. Donc j'ai eu affaire à cette problématique que beaucoup de jeunes ont. J'aimais énormément de choses, je ne savais pas vers quoi me tourner et c'était très difficile pour moi. Donc ce que j'ai fait, ce que je conseille aux jeunes d'aujourd'hui, je me suis dit, je ne vais pas choisir, je veux un métier qui regroupe tout. Je veux un métier artistique, je veux un métier de création, un métier où je ne m'ennuie pas, un métier qui a de l'avenir, surtout c'est très important, il ne faut pas se diriger vers des filières bouchées. Et je me suis tournée vers l'informatique. Donc au début, j'ai commencé par l'informatique générale. Donc je faisais de la data analyse, de la data science. Et puis au fur et à mesure de mes études, je suis arrivée à Polytechnique et c'est là que j'ai eu un petit coup de foudre pour l'IA. Pour l'IA, mais qu'est-ce qu'il y avait d'artistique dans la technique, dans la data ? Alors ça c'est une question qu'on me pose souvent. Pour moi en fait l'ingénieur, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que je fais au quotidien ? Je crée des IA. Pour moi c'est un vrai travail de création. Je veux créer un cerveau qui puisse faire une tâche, qui puisse me ressembler et on va assembler en fait des bouts de code. Vous voyez ça comme des Lego en fait qu'on prend et qu'on essaye d'assembler pour créer ce cerveau-là. Et pour moi en fait, l'ingénieur aujourd'hui ressemble à un artiste. C'est un travail d'artiste, l'ingénierie. Et c'est très important de le voir comme ça. Et c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a de nouvelles écoles dans le design qui se créent et qui disent vouloir former les designers comme des ingénieurs. Donc, bien sûr. Aujourd'hui, comme on en a parlé, l'IA est partout, même dans le graphisme. Et en fait, il ne suffit plus aujourd'hui d'être juste graphiste.
Il faut être graphiste, mais il faut aussi se former à toutes les techniques d'IA pour le graphisme. Aujourd'hui, par exemple, on peut citer Midjourney, Dall-E, avec lesquels on peut faire des choses incroyables dans le graphisme. Et si on est juste graphiste aujourd'hui, on devient obsolète quelque part. Parce que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est arriver à des technicités vraiment pointues qui sont accessibles que par l'IA. Et attention, ces techniques sont pas très faciles à acquérir. L'IA et le graphisme aujourd'hui, c'est un métier en soi. C'est des choses auxquelles il faut vraiment se former, il faut apprendre à utiliser. C'est pas n'importe qui peut prompter Midjourney, Dall-E pour arriver vraiment à un résultat parfait et fini. Alors, vous avez voulu marier les deux, avec vulgariser l'IA par l'art. C'est votre exposition, Explanation. Comment est né le projet de cette exposition ? Volonté justement d'expliquer l'IA, parce qu'on a un peu l'impression que peu de gens y comprennent quelque chose. Donc là, vous l'avez conçu un petit peu, cette exploration de l'IA comme un voyage artistique ? C'est ça. En fait, donc j'essaye souvent d'expliquer à des membres de ma famille ce que je fais, sur quoi je travaille, etc. Et un jour, j'avais une discussion avec un membre de ma famille. Je lui disais, voilà, je suis en train de travailler sur des données de santé, je fais du diagnostic sur l'imagerie médicale. Il y a eu cette phrase, mais tu fais n'importe quoi, tu es en train de remplacer les métiers des gens, vous allez voler le métier du médecin, etc. Et j'essayais de lui expliquer, mais j'y arrivais pas. Tout simplement, pourquoi ? Parce que cette personne-là n'était pas du tout dans le monde de l'informatique. C'était très compliqué pour elle de vraiment comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle. Et il faut se le dire, ces personnes-là ne vont pas forcément à des conférences, ne sont pas intéressées par les longs articles LinkedIn qui expliquent qu'est-ce que c'est l'IA, pourquoi, comment. Et là, j'ai eu un petit peu cette idée. Je me suis dit, il faudrait une sorte d'explication visuelle, ludique, pour expliquer à tous ces gens-là qui n'ont pas forcément conscience de qu'est-ce que l'intelligence artificielle, pour leur expliquer c'est quoi et casser un peu tous ces préjugés qu'ils peuvent avoir. Alors, on va voir les messages que vous avez voulu faire passer dans cette exposition à travers 3 photos. La première, c'est le réseau de neurones. Un réseau de neurones, c'est quoi ? Alors, on va peut-être voir apparaître l'image donc ces à photos l'écran. ont été créées avec le photographe de Polytechnique, donc, qui s'appelle Jérémy Barand, qui est extrêmement doué. Et donc ici, j'essaie de représenter qu'est-ce que c'est un réseau de neurones. On essaye de créer un cerveau, mais qu'est-ce que c'est finalement ? Et là, tous ces fils-là, c'est un peu tous ces morceaux de code, toutes ces possibilités, tous ces fils qu'on essaye d'assembler pour faire justement notre création, le cerveau qui pourra effectuer la tâche qu'on souhaite. Et il y a aussi toute cette dimension un peu philosophique de « Ok, on crée un cerveau, mais on veut qu'il nous ressemble. Mais est-ce que nous, on n'est qu'un cerveau ? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose en plus que l'IA ne pourra jamais avoir ? Typiquement, je parle des émotions, tout ce qui est lié au psychique, etc. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément juste un cerveau et qu'on ne pourra jamais atteindre. Est-ce quelqu'un qui veut réagir à ce que dit Anna, là, sur le plateau ? Oui, moi, quand j'ai parlé d'intelligence artificielle à ma petite fille, elle m'a dit « Génial, on ne va plus aller à l'école ». J'ai essayé de lui expliquer que justement, heureusement, on a 9 intelligences et que l'IA ne remplace que l'intelligence analytique, qui est une intelligence que l'être humain a. Et heureusement, on en a plein d'autres sur lesquelles on peut se développer. Allez, Mani, absolument. Et effectivement, totalement aligné, bien sûr. Et je trouve que l'idée de faire une exposition autour de l'art et de l'IA est très importante. Merci. Parce que ça associe finalement la créativité, la puissance de l'imaginaire, et puis l'IA, et donc l'émotion est au rendez-vous. Et on ne peut pas faire l'économie de l'émotion quand on raisonne intelligence artificielle ou numérique ou big data. Oui, et puis on a toujours conçu un petit peu les métiers de la technique et de l'ingénierie comme des choses un petit peu sèches, très mathématiques, avec une image de l'ingénieur qui est un petit peu vieillotte. Et en fait, c'est hyper important de sortir de ça, pour se rappeler qu'effectivement, la position d'ingénieur, c'est une position qui est créative, c'est une position effectivement de l'invention, de la découverte, de la recherche de nouvelles solutions, et qu'effectivement, d'une part, ça fait appel à des capacités créatives, mais ça fait aussi appel à plein de capacités humaines, comme la capacité à communiquer tout simplement sur ces nouvelles technologies-là, à faire comprendre au plus grand nombre. Et en fait, tous ces métiers-là, finalement, je dirais du journalisme scientifique, ces métiers-là de la création artistique, de la communication, du rapport au monde humain, il a besoin aussi de compétences d'IA. Et ça, c'est aussi une manière qu'on a, je pense, d'amener dans le monde de l'IA plein de profils, de types de personnes qu'on n'aurait pas forcément eu dans une approche plus classique et ancienne de la technologie. Deuxième image
Anna, le grand remplacement, hein, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on va être remplacé par l'IA? Là, on vous voit face à un petit robot. C'est ça. Alors en fait, ici, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit. C'est cette idée qu'aujourd'hui, on est face à une nouvelle révolution industrielle. Des métiers se transforment, mais comme depuis le début de l'humanité, des métiers se sont créés, se sont perdus, se sont transformés. Donc on a deux choix, comme on en a parlé tout à l'heure. C'est soit on subit en fait un peu cette vague et on se laisse totalement écraser, ou alors on prend le train en marche et on accepte que l'intelligence artificielle aujourd'hui est un outil que l'on peut utiliser pour se faciliter la vie, pour accroître le champ des possibles. Et dans cette image, on voit bien qu'il y a la position de l'humain qui est un peu supérieure. Donc ça rejoint ce que disait Muriel, où on montre vraiment qu'il faut garder le dessus. Il faut accompagner l'intelligence artificielle, la façonner, la dompter, et pas se laisser écrabouiller, parce qu'il y a cette phrase qu'on connaît bien qui dit que l'intelligence artificielle peut être la meilleure ou la pire chose qui puisse arriver à l'humanité, et on va essayer que ce soit la meilleure. Troisième image, la place de la femme dans la tech, on l'évoquait tout à l'heure, et comment encourager les femmes à aller dans la tech. Donc ça, c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur. Quand je suis arrivée à Polytechnique, j'étais la seule fille. Ça m'a beaucoup surpris de voir ça. Et j'imagine qu'il y a un biais énorme en fait, dans les lycées où les filles ont peur de se diriger vers les filières scientifiques. Il y a beaucoup de préjugés autour de ça. Et je pense on a un devoir en fait d'œuvrer sur ça, d'être en fait des rôles modèles pour ces jeunes filles, pour les inciter à se diriger vers les filières scientifiques. Et donc sur cette image, on voit plein de post-it que j'ai un peu collés sur mon visage avec ces préjugés. Voilà, quand on imagine une fille qui code, on imagine un peu cette petite fille un peu recroquevillée sur elle-même, qui joue que jeux vidéo, qui n'a pas forcément de relations sociales. Voilà, on utilise des mots geek, nerd, etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Il faut qu'on se détache totalement de ce cliché. Il faut accepter qu'on peut être une fille totalement épanouie, aimer coder, aimer plein de choses. Voilà, moi, j'adore la mode, par exemple, et pourtant, je code. Et c'est se détacher de ces clichés qui pourra, à mon sens, aider ces jeunes filles à vraiment se diriger vers l'IA. Comment votre exposition a été reçue? Bien, particulièrement bien. J'étais très contente. J'ai fait une première exposition à Station F, dans le cadre du démodé des startups de IP Paris. Et voilà, je continue les conférences, les expositions. La prochaine, ça sera le 1er juin, à la Maison de la Conversation dans le 18e. Et je continue en fait à étoffer les thématiques avec ces visuels pour justement faire un voyage artistique où les gens en fait regardent ces peintures et se questionnent sur les sujets, les thématiques, que ce soit l'éthique, on en a parlé, voilà, le développement, jusqu'à où ça va aller, etc. Merci beaucoup Anna, en tout cas. On assistera aux prochaines expositions avec grand plaisir. Encore un mot avant de nous quitter. Là, je m'adresse aux étudiants, aux jeunes qui sont à la recherche d'un job d'été, d'un CDD, d'un contrat en alternance ou d'un emploi à temps partiel. N'hésitez pas à aller sur le site de notre partenaire, l'association CIDJ. Vous voyez le site internet qui va s'afficher à l'écran, et vous trouverez sur la page « Allez consulter des offres », de nombreuses offres, mais aussi de précieux conseils pour décrocher un job d'été. Donc www.cidj.com pour trouver un job d'été, c'est la période. Voilà, merci à vous tous en tout cas pour cette émission. Merci à vous tous pour vos témoignages, vos expertises. J'espère qu'on aura permis à ceux qui nous regardent, à tous les jeunes, moins jeunes, d'y voir un petit peu plus clair pour leurs orientations ou réorientations. Et vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et sur notre web TV, jobtalktv.fr. Je vous dis à très vite.